Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant Madame Geneviève Gagné, qui est étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Outaouais, sous ma direction, ainsi que sous la direction de François Lorenzetti. Alors, Geneviève, bonjour, je te laisse la parole. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Merci. OK, parfait. Bon, donc moi, je m'appelle Geneviève Gagné, puis aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de mon projet de thèse. Donc, ça porte sur les interactions entre les arbres et les cultures dans un système agroforestier intercalaire. Puis, dans le fond, on se demande si ces interactions-là sont modifiées lorsqu'on diminue la pluie. Donc, comme introduction, donc les prédictions climatiques nous annoncent une augmentation des fréquences de stress hydrique pour les cultures, donc une modification des patrons des précipitations, puis également une augmentation des températures, ce qui pourrait amener à une diminution des rendements selon plusieurs chercheurs. Et plusieurs aussi trouvent que les systèmes agroforestiers pourraient aider le secteur agricole à s'adapter aux changements climatiques. Donc, qu'est-ce qui nous fait penser que les systèmes agroforestiers pourraient favoriser la stabilité du rendement, surtout en situation de diminution de la pluie? C'est que les systèmes agroforestiers, ça crée des microclimats qui sont bénéfiques aux cultures, notamment juste la diminution de la vitesse du vent, ça influence plusieurs paramètres pour la croissance des plantes. Aussi, les systèmes agroforestiers, ça améliore la santé des sols, puis également de l'eau. Donc, l'amélioration de la santé des sols, on parle de toute la vie microbienne qui peuvent être améliorées dans les sols, l'augmentation de la matière organique. Puis pour ce qui est de la santé de l'eau, c'est principalement diminuer les résidus agricoles qui pourraient se retrouver dans les cours d'eau. Et puis également, dans un contexte de changement climatique, nos terres agricoles pourraient devenir des centres de séquestration du carbone, ce qui est toujours bénéfique. Bon. Alors ça, c'est pour les bénéfices que peut amener un système agroforestier. Maintenant, c'est quoi la différence avec un système agroforestier intercalaire? Donc, dans un système agroforestier intercalaire, on voit que c'est des rangées d'arbres qui sont plantées dans un champ. La largeur va dépendre de la machinerie utilisée. Ici, c'est une large rangée d'arbres de 40 mètres. Puis dans ces systèmes-là agroforestiers, on peut penser que les interactions sont accrues à comparer à seulement une bande de haies brise-vent. Et puis dans ces systèmes agroforestiers-là, on pourrait définir deux zones. Donc la première zone qui est proche de la rangée d'arbres où on pense qu'il pourrait probablement avoir une compétition pour la luminosité. Puis également, peut-être que la culture, surtout en diminution de la pluie, pourrait entrer en compétition avec l'arbre pour les ressources en eau et en éléments nutritifs. Puis la deuxième zone qu'on peut identifier, c'est une large zone entre les rangées d'arbres où on pourrait observer des phénomènes de facilitation pour la culture. Donc, l'objectif général de ma recherche, c'est de déterminer si les interactions entre les arbres et les cultures dans un système agroforestier intercalaire sont modifiées par la diminution des précipitations. Le premier objectif spécifique, c'est d'évaluer, dans le fond, la variation des conditions du microclimat, du rendement, de certains traits foliaires du soya qui sont sensibles au stress hydrique par rapport à différentes rangées par rapport à différentes distances de la rangée d'arbres, puis par le fait qu'on diminue ou non la pluie. Puis, notre deuxième objectif, c'est de voir la réponse du soya au cernage des racines des arbres avec ou sans diminution de la pluie. Donc, pour faire ça, on a utilisé deux dispositifs. Alors, le premier dispositif, c'est, je vous présente ici un bloc. Il y avait 8 blocs. Pour chaque bloc, à 3 distances de la rangée d'arbres, on a établi des parcelles avec ou sans interception de la pluie. Donc, quand on parle avec interception de la pluie, c'est que j'ai mis des gouttières entre les rangées d'arbres, puis dans un témoin agricole également. Et notre deuxième dispositif, qui est pour étudier l'impact du cernage des racines,
Donc, pour chaque bloc, la moitié des arbres de chaque bloc ont subi un cernage racinaire avec l'aide d'une sous-soleuse, comme ça. Puis, on établit au même 3 distances de la rangée d'arbres des parcelles avec et sans interception de la pluie. Donc, c'était des gouttières qui couvraient environ 50% de la surface du sol. Alors, dans ces deux dispositifs-là, on a pris des mesures. On avait des stations météo qui prenaient des données sur la vitesse du vent, sur le rayonnement photosynthétique, sur la température du sol. On a aussi pris des photos hémisphériques pour avoir la proportion de lumière transmise. On a pris des données avec une sonde TDR pour l'humidité du sol à différentes reprises durant les saisons de croissance. On a pris le rendement, le poids de 100 grains, puis également, on a pris différents traits foliaires du soya à différents moments durant la saison de croissance, surtout en 2019. Alors, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, premièrement, sur le microclimat. Donc, on peut remarquer qu'à 4 mètres de la rangée d'arbres, on observe là, une diminution du rayonnement photosynthétique durant les heures là, de la journée proche de midi. Donc, c'est l'ombre qui est créée par les arbres. Puis, on peut voir qu'aux autres distances, on ne peut pas croire en une compétition lumineuse. Là. Ça serait plus probable à 4 mètres. La vitesse du vent. Donc, on voit aussi les 4 distances à la rangée d'arbres. Donc, on peut voir que dans le témoin, la vitesse du vent est majoritairement plus grande que dans le système agroforestier. Maintenant, pour les rendements. Donc, en 2018, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un impact de la diminution de la pluie. Donc, le fait de mettre des gouttières avec interception de la pluie. Donc, le fait de mettre des gouttières, ça a diminué le rendement. Puis également, on a vu un impact significatif de la distance à la rangée d'arbres. Donc, le rendement était un peu moindre à 4 mètres qu'à 12 mètres et 20 mètres, mais il était égal aux témoins agricoles. En 2019, si on regarde pour l'humidité du sol, donc je vous présente juste une donnée que j'ai prise le 13 août. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'interception de la pluie a fait diminuer l'humidité du sol. Et puis, que j'ai récolté une plus grande humidité du sol dans le témoin agricole en comparaison avec 4 mètres, mais c'était plutôt égal avec 12 mètres et 20 mètres de la rangée d'arbres. En 2019, pour le rendement, toujours dans le dispositif 1 qui comprend un témoin agricole, on a pu remarquer aucune différence statistiquement significative entre les distances, mais l'interception de la pluie a créé une diminution du rendement. En 2019, on a pris aussi la surface foliaire spécifique des plants de soya. Donc ici, je vous présente 2 dates. Donc le 2 août, ce qu'on peut voir, c'est qu'on pourrait dire que la surface foliaire spécifique était plus grande dans le témoin agricole à comparer aux 2 distances qui sont un peu dans la zone de protection là, que je vous avais définie tantôt, puis à 4 mètres qui est plus définie comme notre zone de compétition. Puis pour le 25, on avait un effet de la distance, mais par contre, le test de Touquet n'a pas réussi à discerner les distances. Dispositif 2, donc c'est celui avec le cernage. Donc, on avait décidé de cerner les racines des arbres pour diminuer la compétition racinaire entre les arbres et les cultures. Donc, les parcelles où les arbres étaient cernés, on sous-entend qu'il n'y avait pas de compétition racinaire, puis où c'était non cerné, on s'attendait à avoir une possible interaction, une possible compétition, puisqu'on avait laissé les racines des arbres présentes. Ce qu'on a remarqué, en 2018, c'est qu'il y avait un impact du traitement. Il y a un impact aussi du cernage, puis il y a une interaction entre le cernage et la distance. Donc, au niveau du rendement, à 4 mètres, dans les arbres non cernés, on a remarqué une diminution du rendement à comparer aux autres parcelles. Donc, c'est ça. Puis en 2019, on a eu une interaction de notre traitement. Donc, le fait de mettre des gouttières, ça a diminué le rendement. Mais également, dans les parcelles où on avait cerné les racines,
on a remarqué une diminution du rendement. Donc, en résumé, donc nous, on a observé des phénomènes de facilitation, surtout en 2018. Il faut savoir qu'en 2018, les précipitations qu'on avait eues en juillet-août étaient de 101 mm pour une moyenne qui est généralement de 188 mm. Donc, on peut sous-entendre que 2018, c'était une saison un peu sèche. Et puis, dans cette année-là, qui était plus sèche, on a remarqué une zone de protection, là, surtout à 12 mètres et 20 mètres. Et puis, si on revient sur nos deux zones, donc à la zone de compétition et la zone de facilitation, donc la zone de facilitation qui est notre 12 et 20 mètres, on a remarqué une stabilisation du rendement. Est-ce qu'il y avait de la compétition à 4 mètres? Mais probablement pour la lumière, c'est possible, même si on n'a pas attribué nécessairement de diminution de rendement. Puis, dans les parcelles, en 2018, notre année où il y avait moins de précipitations, on a remarqué quand même une diminution de rendement à 4 mètres dans les parcelles non cernées. Donc, peut-être ici qu'il y avait une compétition entre les racines de soya puis les arbres. Donc, en conclusion, on a pu voir que les SAI, les systèmes agroforestiers intercalaires, ça provoque des zones microclimatiques qui sont bénéfiques pour les cultures, notamment au niveau de la diminution de la vitesse du vent. Les SAI, ça crée des zones de facilitation qui s'accentuent surtout dans les années où c'est plus sèche. La compétition racinaire ne semble pas s'être accentuée parce qu'en 2019, on a remarqué dans le fond une augmentation du rendement dans les parcelles cernées. En 2018, une année plus sec, on a remarqué seulement une diminution du rendement à 4 mètres. Donc, c'est à voir. Et puis, les parcelles non cernées, c'est ça, en 2019, on fait un plus haut rendement. Donc, je remercie mon directeur, David, mon co-directeur, François, Alain Cogliastro, qui m'a vraiment facilité la vie pour plusieurs points. Le propriétaire de la ferme Berco, Jacques, les aides essentielles, fait que les collègues étudiants qui sont venus sur le terrain, Jacques-Antoine et Vincent qui ont posé des gouttières et enlevé des gouttières. Puis, merci pour MAPAC pour le support financier. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette belle présentation. Alors, nous voilà rendus à la période d'échange et de discussion. Alors, c'est à vous, chers amis du public, de poser des questions, donc différentes façons. Soit vous utilisez l'outil pour lever la main ou vous pouvez aussi écrire vos questions dans la section « Converser ». Et je pourrai transmettre vos questions à nos conférenciers, conférencières. Geneviève, Anxiong et Étienne, peut-être vous pouvez ouvrir vos caméras. Anxiong, if you want to open your camera, thank you. Alors, est-ce que une première question pour Étienne. Votre variable de contrôle était pour une savane de 5 ans et vous avez trouvé qu'un système agroforestier en jachère de 5-7 ans augmentait les rendements. Savez-vous quelle portion est due à la présence des arbres spécifiquement plutôt que simplement la période de jachère plus longue? C'était une question de Katia Forgue. D'accord. Donc, votre variable était 5 ans. Vous avez trouvé un système 5 ans augmenter les rendements, oui. Savez-vous quelle portion est due à la présence des arbres plutôt que spécifiquement? Ok. Bon. Donc, ce qu'on peut... Alors, comment on peut parvenir à mettre en évidence l'effet de l'arbre dans ce contexte-là? Heureusement qu'on a fait la première partie, celle qui concernait justement les analyses de sol.
Donc, à partir du moment où on a fait des analyses de sol et qu'on est en mesure de prouver, notamment, par exemple, comme on l'a montré avec la capacité d'échange et l'amélioration de certaines propriétés comme le niveau, la concentration de carbone et d'azote, on peut faire un lien avec la présence des arbres et être en mesure de dire que c'est quelque part grâce aux arbres qu'on en est arrivé à ce résultat-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci, Étienne. En attendant, peut-être qu'il y a d'autres questions. Moi, j'en aurais une pour toi, Étienne. Je me demandais si on t'a parlé beaucoup de résultats biophysiques, mais si on parle de l'adoption, je me demandais, est-ce que la jachère avec Acacia, avec l'espèce dont tu présentes, est-ce que c'est une pratique agroforestière ou un système agroforestier qui est en développement, qui est largement déployé? On est encore au stade expérimental. Est-ce que les paysans sont intéressés à l'adopter? Oh, c'était un excellent point. D'ailleurs, c'était une partie aussi de ma thèse. Donc, c'était de regarder justement de regarder le volet adoption. Donc, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que tout ceci se passe dans le cadre d'un projet qui a impliqué environ 300 agriculteurs. Et donc, eux, on les a installés pour qu'ils cultivent chaque année environ 2,5 hectares d'arbres pour y planter des cultures, puis après replanter planter des cultures, puis replanter les acacias. Mais eux, ils disposent d'environ 25 hectares. Donc, ils font ce système de rotation, 2,5 cultures, puis on revient. Et donc, nous, ce qu'on était allé voir, c'est si ils avaient maintenu l'adoption en ce qui concerne justement l'itinéraire qu'on leur avait apporté dès le départ. Est-ce qu'ils s'en tenaient vraiment à faire les choses telles qu'on leur avait appris et comment ils percevaient tout ça? Et puis, on a essayé de questionner aussi au départ les autres agriculteurs de la région pour savoir si eux aussi seraient enclins à adopter. Mais ce qu'on a constaté, c'est que finalement, oui, ils continuent à ils continuent à pratiquer la jachère agroforestière, mais c'est surtout parce que, comme je l'ai dit, donc, ils vont récolter les arbres, puis les transformer en charbon de bois. Puis ils sont conscients aussi de l'avantage que ça procure en termes de productivité des sols. Mais l'autre chose, c'est qu'eux, ils ont eu l'avantage d'être installés, contrairement à d'autres agriculteurs des environs qui n'ont pas suffisamment de terre, puisque eux, on parle de 25 hectares, alors que certains agriculteurs dans le voisinage que nous avions questionné n'avaient parfois que 2 hectares ou 4 hectares. Et aussi, ils n'étaient pas suffisamment informés sur le rôle des arbres. Donc, eux avaient des appréhensions justement de ce que Geneviève vient d'aborder à propos de la compétition qu'il pourrait avoir entre arbres et culture, alors que ce n'est pas le cas en jachère agroforestière. Donc, ça témoignait qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances sur cette pratique-là. Mais en même temps, donc, j'aimerais dire que c'est vrai que c'est un modèle qui a fonctionné pour ces agriculteurs-là parce que c'était un projet financé par l'Union européenne, on les a installés comme il fallait, mais est-ce que les autres peuvent l'adopter? J'ai du mal à y croire parce que justement, il y a un problème de ressources de terre principalement et puis de ressources aussi humaines en termes de main-d'œuvre, puisque ça implique plus de travail que faire de la monoculture. Très bien. Il y a une autre question pour toi, Étienne, de Catherine Ruet, qui demande s'il y a des effets connus, des effets allélopathiques connus de l'acacia qui pourraient interférer là, sur la croissance du manioc. Ok, c'est une bonne question. Bon, jusque-là, on n'a pas eu de résultats négatifs de ce côté-là, donc je dirais que non, c'est une culture qui se fait bien. Là, on parle d'un projet qui est installé là depuis 90, donc on parle de 30 ans, ça fonctionne bien. Il n'y a pas on n'a pas rapporté ce problème-là à date. Maybe a question for Ang Xiang. Thank you for your presentation. I was wondering, what are the mechanisms that are known to explain
why agroforestry systems may reduce N2O emissions from soils. Okay, thank you. And I will just make sure that I totally understand your question. You have mentioned the manure application, right? Yeah, the N2O emissions from soils. Many research showed that agroforestry systems can reduce these emissions. So what are the mechanisms that are known to explain these reductions of this gas? Okay. First, I have not read some articles or stuff related with the reduction effect, but I want to show some really interesting results associated with the agroforest natural resource emission, which is which one? Here. It's figure C. It's a kind of a oil palm forest. The N2O emission from oil palm forest in Australia, and that's an example. And somehow the fertilization practice and irrigation practice can enhance the N2O emission. But you have mentioned the reduction. I'm just wondering, compare with what? With general cropland, with rice paddy, the agroforest reduce the N2O emission. I'm not sure, but with those management practices, most of them will stimulate the N2O emission instead of reduce them. But the manure application with organic fertilizer application could possibly reduce some N2O production, because the more DOC input to the soil could enhance the reduction processes of the N2O to nitrogen to N2. That's a mechanism to possibly reduce the N2O. So if you mention the agroforest ecosystem, maybe the more later fall from the tree, maybe apple tree, from banana tree, or something like that, because the later fall from the forest is much more than general C3 and C4 crops, because most of the general crop is going to be harvested, but there are only some of the biomass of agroforest ecosystem are recycled or harvested. So that's maybe a kind of mechanism to possibly reduce the N2O emission comparing with the general cropland. That's what I understand. That's a very important, interesting point. I'll just go further through about that. Thanks for the question. Thank you. Il n'y a toujours pas d'autres questions. Je peux peut-être en poser une pour Geneviève. Geneviève, toi qui as expérimenté là, pendant 2 ans les gouttières comme une façon d'intercepter la pluie expérimentalement, je ne sais pas, j'aimerais que tu nous parles de cette approche-là. Est-ce que tu as trouvé que c'est une approche efficace, utile? Est-ce qu'il y a des limites à cette approche d'exclusion de la pluie-là? Ben oui, je peux vous en parler un peu. Donc, c'est ça, on a décidé d'utiliser des gouttières pour récolter la pluie. Donc, on le mettait à la surface du sol, peut-être à 10 cm du sol. Donc, d'après les résultats que j'ai eus, oui, l'interception de la pluie a fonctionné parce que j'en ai eu un effet sur le rendement. Donc, j'ai eu une diminution du rendement dans les parcelles avec interception de la pluie. Par contre, c'est sûr que l'utilisation de gouttières, ça a des limitations
ça a des avantages aussi, mais les avantages que ça a, c'est qu'on n'utilise pas une toile par-dessus tous les plants, donc on n'a pas l'effet de serre ou d'autres modifications du climat qui pourraient se faire par l'utilisation d'un couvert au-dessus des plants. Par contre, pour les gouttières, un des petits aspects négatifs, c'est que plus la plante croît, plus qu'elle grossit, bien, plus qu'elle couvre les entrerangs où j'ai mis les gouttières. Donc, la plante elle-même intercepte de la pluie, ce qui fait que ma gouttière en intercepte probablement un peu moins, puisque l'eau va ruisseler sur les feuilles puis s'en aller le long de la tige. Fait que plus la saison avance, peut-être que le traitement d'interception de la pluie avec les gouttières est peut-être moins efficace. Ça serait ça. Parfait, merci Geneviève. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me resterait plus qu'à remercier chaleureusement nos 3 conférenciers pour ces belles présentations. Félicitations et je vous laisse aller. Et puis, longue vie à l'agroforesterie. Ouais, merci. À bientôt. Merci. Merci. Merci.